Vous vous apprêtez à écouter un podcast de Frank le Dédomiseur. Frank a démarré son podcast il y a plus de 3 ans. Si vous allez sur votre plateforme de podcast préférée, vous aurez accès à plus de 100 épisodes. Je vous suggère fortement de vous abonner à sa chaîne. C'est une machine, vous le savez, du contenu de philosophie extrêmement intéressant. En fait, ça, c'est une vieille idée qui remonte justement jusqu'aux Grecs. Ce serait dur d'en tracer l'historique de où ça vient exactement, précisément dans la pensée politique grecque. Mais dans le grec ancien, il y a un concept qu'on appelle l'anacyclose. Donc, c'est une espèce de théorie politique, si on veut, on dit que les régimes politiques se succèdent. En fait, nous autres, mettons, d'un point de vue traditionnel ou d'un point de vue, je dirais, commun, là, celle qu'on apprend à l'université ou au cégep ou peu importe, on a l'impression que, bon, il y a une certaine époque, il y a des rois, après ça, la monarchie laisse place à une espèce de monarchie parlementaire, après ça, la monarchie parlementaire devient une démocratie ou une république démocratique, après ça, on a l'impression que ça devient de plus en plus le pouvoir au peuple par le peuple. Bon, ça, c'est un peu la thèse officielle, mais les Grecs ne voyaient pas du tout ça de la même manière. Ils voyaient comme une espèce d'enchaînement de systèmes politiques dont le suivant découle du précédent et ainsi de suite. Là. Donc, c'est comme si c'était un espèce de cycle dont on ne peut jamais en réalité sortir. C'est comme une boucle sans fin où on revient toujours au début de quelque chose qui est la fin d'autre chose. Donc, une des formes les plus connues, je dirais, dans l'histoire de cette théorie-là, c'est chez Platon, donc philosophe de la Grèce antique dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, dont entre autres sur le podcast que j'avais appelé La Caverne, qui est sur l'allégorie de la caverne de Platon, justement, qui est dans le même livre où il va définir cette théorie-là des types de régimes politiques qui s'enchaînent les uns avec les autres. Donc, c'est dans La République, qui est je dirais le livre un peu classique de Platon, même si tous les dialogues de Platon sont importants dans une certaine mesure. Là. Mais La République, c'est comme le texte un peu classique. Ceux qui ont été au collège, au cégep, là, vous avez sûrement dû acheter les plus vieux, une espèce de livre qui était bleu. Là. Mais dans ce livre bleu-là, il y avait de Platon, il y avait justement des extraits de La République, entre autres sur la justice. Et dans ce livre-là, donc dans le fond, c'est dans le livre 8 de la République. Donc, je dis livre au sens large, le livre physique de la République. Bon, dans ce livre-là, il y a 8 chapitres ou 8 livres, selon la traduction qu'on prend de comment Platon a classifié ça. Vous savez que les livres de Platon, c'est toujours un peu le même concept. Hein? C'est le personnage de Socrate, bon, sauf quelques exceptions, là, mais pour l'essentiel, c'est le personnage de Socrate qui est mis en scène par Platon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène dans Athènes, grosso modo, puis il jase avec les gens, il s'obstine avec les gens ou avec les gens qu'il rencontre de qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le plaisir, comment fonctionne le monde, comment fonctionne la politique. Et puis là, ils ont une discussion ensemble, lui et un autre personnage qui s'appelle Glaucon, sur les types de gouvernement. Et finalement, Platon, via la bouche de Socrate, dit en fait, il y a 5 types de gouvernement, 5 types de régimes politiques. Et si on les analyse, on voit en fait qu'ils passent de l'un à l'autre. Et Platon dit le premier, c'est l'aristocratie. Donc, le système aristocratique, c'est quoi? C'est un système où les personnes les plus recommandables d'un point de vue moral sont à la tête de la société. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le mot noble. Donc, les nobles, c'est qui? Ce sont les gens qui sont issus, ce sont justement Pourquoi on dit que ce sont des nobles? C'est parce que ce sont des gens qui, dans cette vision politique-là, ont une supériorité morale par rapport aux autres. Donc, ce sont les gens qui ils ont fait leur preuve, par exemple, à la guerre. Tel conquérant, il a défendu Athènes dans telle bataille, donc c'est un noble. S'il a fait ses preuves d'un point de vue moral, il a défendu les autres. Donc, lui, c'est un noble, c'est un membre de l'aristocratie. Ensuite, l'aristocratie fait place à un autre, parce que ce système-là, qu'est-ce qu'il engendre? Il engendre le fait que les gens qui font partie de l'aristocratie et qui veulent absolument le pouvoir, ce sont les gens les plus ambitieux. Donc, quand on tombe dans le règne des gens les plus ambitieux, on rentre dans ce que Platon appelle la timocratie. Donc, c'est tout en fait des suffixes et des préfixes qui renvoient à justement des trucs dans l'étymologie. Là. Mais bref, timocratie, ça veut dire le pouvoir dans les mains de ceux qui sont les plus ambitieux. Ce système-là finit par se déformer en oligarchie.
Donc, l'oligarchie, c'est quoi? C'est un système d'État où le pouvoir n'est que dans les mains d'un petit nombre, d'un tout petit nombre. Donc, au début, on disait, bon, on est dans une aristocratie. Donc, dans le fond, tous ceux qui sont nobles commandent. On finit par, pas tous les nobles, mais ceux qui sont uniquement ambitieux, donc qui ont soif de pouvoir. Ça débouche à un très petit nombre parce que les gens, se font la guerre les uns entre les autres. Et finalement, il y a juste un petit nombre de chefs qui finissent par gouverner. Éventuellement, ce système-là est remplacé par la démocratie. Parce qu'à un moment donné, le peuple a soif d'égalité, a soif un peu de liberté, puis de se débarrasser de cette espèce d'oligarchie-là qui finalement travestit ou en tout cas dénaturer l'idée de base de l'aristocratie. Et arrive justement la démocratie. C'est là où le peuple a autorité. Et la cinquième, c'est la tyrannie. Donc la tyrannie, c'est quoi? C'est quand la démocratie finit par dégénérer, on élit un tyran, ou un tyran qui se met au pouvoir. Donc ça peut être un roi, ça peut être un empereur, peu importe. Et c'est lui qui nous sort de la démocratie, qui éventuellement va nous ramener à un stade aristocratique. Parce qu'à un moment donné, le tyran va être isolé, puis les gens nobles vont reprendre le pouvoir. Et là, ça s'ensuit comme ça jusqu'à un peu... c'est un espèce c'est un espèce de cycle infernal, en fait, duquel on peut plus ou moins sortir. Le disciple de Platon, en fait, l'un des disciples de Platon, parce qu'il y en a eu plusieurs, Platon avait fondé une école qui s'appelait l'Académie, auquel plusieurs personnes, en fait, presque tous les philosophes grecs de l'époque ont fréquenté l'école de Platon. Mais son disciple le plus connu, Aristote, qui est probablement le plus grand cerveau de l'histoire de l'humanité, si vous avez... En fait, si vous prenez un cours dans à peu près n'importe quelle discipline qui ne peut pas exister, il y a toujours une référence à Aristote comme un peu le père fondateur de tout ça. Aristote, il a fait de l'astronomie, il est connu comme philosophe, mais il a fait de l'astronomie, il a fait de la biologie, il a écrit des livres traités sur les animaux, il a fait des mathématiques, il a fait de la politique, il a fait de l'éthique, il a fait de la physique aussi, il a écrit c'est lui qui a inventé, ou en tout cas peaufiné, ce qu'on appelle la théorie des éléments. Il a vraiment fait énormément de choses. C'est probablement, comme je dis, un des plus grands cerveaux de l'histoire humaine, Aristote. La logique aussi. En fait, il a parlé de tout, strictement tout. Même la psychologie, c'est les débuts même de la psychologie, on peut remonter ça à Aristote. Donc, dans un petit livre qui s'appelle « De la politique » ou « La politique », là, selon la traduction que vous avez, Aristote fait commencer, lui, le pouvoir par la monarchie. Donc, c'est le gouvernement d'un seul. On pourrait parler d'un roi, par exemple. Cette monarchie-là finit par dériver en tyrannie quand le monarque vient qu'à ne poursuivre que son intérêt personnel. Donc, on peut avoir en fait une espèce de monarchie éclairée ou de dictature éclairée, mais quand le monarque devient uniquement focalisé sur ses affaires à lui-même, ça devient une tyrannie. Il dit ensuite, c'est l'aristocratie. Qui prend place, qui renverse le tyran, et puis là, en fait, l'aristocratie, c'est ce que lui appelle le gouvernement des meilleurs, ceux qui ont été le mieux dotés un peu par la nature, si on veut, qui va devenir, un peu comme chez Platon, une oligarchie, quand ceux-ci détournent le pouvoir pour le profit propre. Ça va être remplacé éventuellement par des soulèvements par la République. C'est intéressant comment Aristote va séparer République et démocratie. Pour lui, c'est pas du tout pareil. Donc, la République, en fait, c'est un gouvernement du grand nombre en vue de l'intérêt commun. Donc, c'est pas nécessairement une démocratie, mais c'est un gouvernement qui a l'intérêt commun en tête. Donc, l'intérêt du plus grand nombre, si on peut dire. Il dit que cette république-là dégénère en démocratie. Donc, Aristote voyait la démocratie comme une forme un peu dégénérée du système républicain. Il dit la démocratie, c'est la forme dégénérée de la République où la majorité commande une conduite irrationnelle des affaires publiques et opprime les minorités. Ça nous rappelle quand même bien des affaires. Mais là où ça devient intéressant, dans la vision anacyclique ou de l'anacyclose, comme je l'ai dit au début, c'est avec l'historien grec Polybe. Donc, Polybe, qu'on appelle aussi Polybe de Mégalopolis, donc c'était justement parce qu'il est né là-bas en 208 avant Jésus-Christ, mort en 126 avant l'ère moderne aussi. C'est un homme d'État, un théoricien politique. C'est un des historiens grecs les plus connus de son époque, en fait. Il a écrit énormément de choses sur les guerres, entre autres. Et,
C'est probablement un des historiens, comme je dis, de l'Antiquité les plus connus. Après la mort d'Alexandre le Grand, il va devenir otage des Romains, parce qu'il y a une guerre entre le Rome et la Grèce. Et finalement, il va devenir un peu homme d'État. En fait, il va faire de la politique et il va devenir historien, diplomate et aussi théoricien de la politique, comme on va le voir. Il va participer lui-même en tant que membre maintenant de l'Empire romain, si on peut dire, à la destruction de Carthage. Il va jouer un rôle important justement dans l'intégration de la Grèce à la République romaine. En fait, j'ai dit l'Empire, à l'époque, c'est encore la République romaine, c'est pas encore l'Empire. Et justement parce qu'en 146, à peu près une vingtaine d'années avant sa mort, il y a une victoire justement de Rome sur la Grèce. Donc, son œuvre d'historien, ça parle de quoi? Ça parle de l'ascension de Rome, entre autres. Ça parle de la constitution de la République romaine, qui va un peu l'impressionner, lui, parce qu'il voit là-dedans une espèce de mélange entre la monarchie, l'oligarchie et la démocratie. Donc, il va dire, oui, il y a une certaine monarchie parce que c'est les consuls qui décident, mais d'un autre côté, il y a un système avec un Sénat, et d'un autre côté, il y a des tribuns qui sont élus de manière plus ou moins démocratique. Donc, c'est un mélange qui est quand même assez intéressant. Donc, lui, il va un peu compléter toute cette vision-là, puis il va dire, en fait, il y a 6 phases au cycle. La monarchie dans la tyrannie, l'aristocratie qui se dégrade en oligarchie, puis la démocratie qui vient un peu remédier à tout ça et qui finalement dérive en ce qu'il appelle l'ochlocratie. Donc, c'est un peu ça qui va m'intéresser aujourd'hui, de voir un peu cette idée-là. Donc, c'est vraiment lui qui formule cette théorie-là qui va être reprise, entre autres, par Cicéron dans son livre de la République, ou De Republica, dans son titre original. Et ça va être repris plus tard, beaucoup plus tard, par Machiavel, l'auteur du Prince et l'art de la guerre, et de l'art de la guerre. Donc, voici comment ça fonctionne dans son esprit. Donc, on commence par la royauté. Donc, c'est un régime monarchique, ou en fait, on pourrait l'appeler la monarchie. Donc, c'est un régime monarchique qui est librement accepté et qui gouverne par persuasion. Donc, c'est-à-dire que les gens, auront un roi qui est là, pas de manière démocratique, mais les gens aiment le roi, puis, ou la reine, peu importe, et se soumettent de manière presque libre, en fait, à ce monarque-là, sans trop vouloir le renverser, puis ils sont quand même contents de vivre dans ce système-là. Donc, c'est un système sans violence. Ce système-là, à un moment donné, dérive vers ce qu'elle lui appelle le despotisme ou l'autocratie, où justement, ça ressemble beaucoup à ce qu'Aristote dit, où justement le roi devient focalisé uniquement sur son pouvoir personnel et son intérêt personnel. Ça finit par être remplacé par l'aristocratie, donc le régime dans lequel les plus sages sont au pouvoir ou les plus compétents, etc. Ça peut être le gouvernement des nobles, ça peut être l'armée qui prend le pouvoir, ou peu importe, là. Tout ça dérive vers l'oligarchie, donc dans un système où les pouvoirs sont détenus par une petite minorité, qui va éventuellement être renversée par la démocratie quand la volonté de la majorité est décidée justement à se doter des lois auxquelles ils vont obéir. Et ça, c'est là que ça devient intéressant. La démocratie, elle, à un moment donné, dérive vers ce que lui appelle l'ochlocratie. Donc, c'est là où la masse a tous les pouvoirs pour imposer tous ses désirs. Donc, lui aussi a une vision, en fait, qu'on pourrait dire déterministe, hein, de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'accident là-dedans, puis il n'y a pas vraiment d'imprévu qui arrive. C'est que, en fait, c'est un genre de cycle éternel où les systèmes s'enchaînent les uns les autres de manière presque naturelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un roi, il est bon, le système, mettons, monarchique fonctionne, mais inévitablement, un jour, il va avoir un fils un peu débile qui va prendre sa place et qui va s'arroger le pouvoir à lui seul, puis qui va faire comme bon lui semble, va justement s'arroger le pouvoir, puis il va justement l'amener vers uniquement ses besoins personnels, et c'est là qu'on va dériver vers, pas la tyrannie, mais l'autocratie, comme il l'appelle. Donc, dans sa théorie cyclique de la succession des régimes politiques, le gouvernement d'un seul dégénère en despotisme, donc la royauté dégénère en despotisme ou en autocratie. Celui-là entraîne le renversement de la royauté par une alliance, justement, entre le peuple, si on peut dire, et les puissants qui vont instaurer l'aristocratie, qui elle-même finit inévitablement par dégénérer en oligarchie, ce qui entraîne la colère du peuple qui s'est un peu fait fourrer dans le processus d'instauration de l'aristocratie et va punir ces gens-là
par l'instauration d'une démocratie, souvent par une révolte populaire, une révolution politique, etc. Donc, et cette dernière-là, cette démocratie-là finit toujours par dégénérer en ce que lui appelle l'oclocratie, comme je l'ai dit, lorsque la majorité va avoir recours à la force pour imposer son point de vue. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, selon Polybe, la dernière phase, c'est comment on fait pour revenir au stade initial du cycle qui a été enclenché ou qui est éternel d'une certaine manière ou qui est inévitable, c'est que la démocratie dégénérant en oclocratie au moment où en fait tout le monde devient un peu où ça devient en fait le bordel et où une certaine majorité veut imposer de force son point de vue, que ce soit moral ou pas de le faire. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va entraîner une partie de la population à avoir recours à une espèce d'homme providentiel pour réinstaurer un autre régime politique. Et lui, il dit, en général, ce qu'on observe, c'est que quand ça arrive, les gens se choisissent une personne autoritaire qui va inaugurer un nouveau cycle. Donc, à l'époque, c'était quoi? C'était, le système devient dégénéré. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui prend le pouvoir par la force, soutenu par une partie de la population, et qui va réinstaurer le système monarchique. Polybe pense à ça, mais c'est pas, le gars, c'est pas un 2 de pique, là. En plus d'avoir été, comme j'ai dit, en plus d'avoir fait tout ce que j'ai mentionné, d'avoir été un homme d'État, d'avoir participé à des guerres, à l'élaboration de constitutions, puis de tout ce que vous voulez, c'est aussi le créateur, en fait, c'est un gars qui a écrit, qui a développé un peu dans les premiers systèmes de cryptographie. C'est de lui que ça vient. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça, l'histoire, la fameuse histoire du carré de Polybe. Donc, le carré de Polybe, c'est quoi? C'est assez simple. C'est que vous avez 10 cases qui sont latérales et horizontales. Et chacune des cases avec un numéro correspond à une lettre. Donc, la case 1-1 correspond à la lettre A. La case 2-1 correspond à la lettre B. 3-1-C. 4-1-D, etc. Par exemple, si vous écrivez 43, 43, c'est S. Donc, en fait, vous pouvez écrire un texte uniquement en caractère numérique et que quelqu'un peut traduire à l'autre bout en utilisant le carré pour traduire votre texte. En fait, il y a juste le 4-2 qui correspond à I et J en même temps, mais là, c'est à vous de deviner selon ce qui est utilisé, lequel il va fonctionner, parce qu'évidemment, il n'y a pas 25 lettres, il y en a 26. Donc, c'est là que, c'est comme je vous dis, le gars, c'était pas un 2 de pique, il avait quand même pensé à une couple d'affaires. Donc, l'oclocratie, c'est quoi? Si on rentre plus dans le détail, c'est le gouvernement par la foule, par la populace. C'est vraiment différent de la démocratie. Ça ressemble un peu, en fait, à ce qu'Aristote disait, la République versus la démocratie. Lui, il voyait ça comme ça. Mais en fait, pour les Grecs, la différence, c'est que oklo versus démos, démos, c'est peuple. Oklo, ça renvoie à foule plutôt qu'à peuple. Donc, c'est le terme foule et non peuple qui est employé là-dedans. Ça suggère, dans un sens péjoratif, en fait, que la foule, c'est une espèce de masse manipulable. En fait, ça fait un peu penser au podcast que j'avais fait sur Gustave Le Bon et la psychologie des foules. C'est que l'oclocratie, en fait, c'est le règne d'une forme de démagogie. Il y en a qui vont dire, ouais, mais en fait, ça ressemble un peu au populisme, ce que tu racontes. Oui, dans une certaine manière. Par contre, le populisme, c'est un mot qui était un peu inventé, ça, aujourd'hui, pour décrédibiliser des mouvements populaires. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un mouvement comme, par exemple, les Gilets jaunes en France, on va dire, c'est un mouvement populiste, puis les politiciens qui vont se réclamer de ça sont des populistes. Ce qui est un peu une manière d'avouer par la bande que la politique devrait être quelque chose d'élitiste, parce que si on n'est pas populiste, en fait, on est élitiste. Mais bref, sans trop rentrer dans le détail là-dessus, j'ai déjà fait des podcasts sur ce sujet-là, du populisme, vous pouvez y retourner. Mais l'oclocratie, là-dedans, ça se caractérise un peu aussi comme... ça s'oppose en fait à des formes de gouvernement politique supposées plus rationnelles, ou en tout cas au moins plus raisonnables, qui soient d'ailleurs démocratiques ou non. Puis qu'on pourrait dire, sont plus souhaitables par principe. En fait, on serait mieux de vivre dans un système... Vous savez, c'est une phrase, vous avez probablement... Une réflexion que vous avez peut-être déjà eue par rapport à vous-même. Des fois, vous regardez comment fonctionne le monde en ce moment
entre guillemets démocratique, vous dites, ouais, finalement, je sais pas si j'aimerais pas mieux vivre dans un genre de dictature éclairée, en fait. Je sais pas si j'aimerais pas mieux vivre je pense que c'est Singapour qui fonctionne comme ça, là. Mais j'aimerais pas mieux vivre dans un genre de place où il y a une espèce de despote éclairé plutôt que de vivre dans un monde où quelqu'un qui sait ni lire ni écrire, par exemple, a le droit de vote. C'est une réflexion, je ne dis pas que je suis pour ou je suis contre, mais c'est une réflexion qu'on s'est tous déjà un peu faite par moment de frustration, par exemple. Vers les années 1600, en fait, à la fin du 16e siècle, il y a l'écrivain anglais John Stockwood qui décrivait l'ochlocratie comme un état dans lequel les personnes grossières décident de toutes choses d'après leur propre intérêt. En fait, pour les Grecs, c'est ça qu'ils rappellent là-dedans, l'ochlos, c'est ce qui est inférieur au démos, donc ochlocratie, démocratie. Donc l'ochlocratie, ça se caractérise par une décomposition de la loi et des mœurs. C'est lorsque la démocratie dégénère en chaos politique, lutte quotidienne entre les individus et le règne de la force. En fait, il y a toujours un danger quand on utilise des concepts à avoir des correspondances un peu partout, puis ça devient à un moment donné presque de la paranoïa. Mais c'est dur de s'empêcher de voir que les systèmes politiques dans lesquels on vit présentement ont été pensés à une époque où les gens d'aujourd'hui n'existaient pas, là. Et on ne pouvait pas imaginer. C'était quand même fondé sur une espèce d'idée que tout le monde va avoir un minimum d'éducation, tout le monde va avoir une religion, tout le monde va... C'était pas basé sur l'espèce de décomposition de la société comme on l'a aujourd'hui, où quelqu'un arrive avec les cheveux mauves, puis qui n'est pas sûr s'il est un homme ou une femme, puis il n'y a pas de religion, mais en même temps, il est vegan. Vous voyez un peu où je m'en vais avec ça, c'est qu'on vit un peu dans un univers où... il y a autant d'identités qu'il y a d'individus, ou presque. Et ça fait qu'il y a une espèce de décomposition de la société. Comme Stockwood dit, une décomposition de la loi et des mœurs. C'est-à-dire que là, les gens vont dire, moi, je ne devrais pas être soumis à cette loi-là parce que j'appartiens à tel groupe ethnique ou communautaire. Donc, on vit un peu dans un monde où on se rend compte que la démocratie, parce que la démocratie, c'est quoi? À un moment donné, c'est la volonté du peuple. Mais ça a été pensé à l'époque où le peuple, ça veut dire quelque chose. Le peuple, ça correspond à une majorité, ça correspond à une identité historique et politique. Donc, le peuple canadien-français, le peuple américain, le peuple français. Mais aujourd'hui, on sent qu'on est dans une espèce de fin de ce paradigme-là où justement, on ne sait plus très bien, là. La majorité, on sent que c'est quelque chose qui est de plus en plus obscur. Puis en fait, en même temps, on sent aussi qu'il y a une espèce de volonté de retour de la majorité, quitte à opprimer certaines minorités. Puis ça, justement, c'est ça qui caractérise un peu l'ochlocratie. C'est-à-dire que c'est un peu un mode où, justement, ça fait beaucoup penser à ce qu'on voit en ce moment. C'est un peu l'idée qu'on le voit chez beaucoup de dirigeants politiques depuis le début de la pandémie. C'est l'idée que comme la population est pour, on a le droit de le faire. En fait, la population est pour qu'on vous enferme chez vous, qu'on vous vise dans vos maisons, donc c'est bien de le faire, donc on va le faire. À un moment donné, tu te dis, ouais, il y a juste un problème là-dedans, c'est que la volonté de la majorité n'est pas la moralité. Donc, c'est pas la majorité peut être dégénérée aussi. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'ochlocratie, c'est que c'est la démocratie qui dégénère en la majorité qui essaie d'imposer n'importe quoi à n'importe qui. C'est pour prendre un exemple plus clair, c'est pas parce que demain matin, la majorité décide qu'on devrait assassiner une partie de la population que ça devient moral de le faire. À un moment donné, puis là, je suis sûr que je dis cet exemple-là, puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, quand même, oui, là, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, mais tout le monde est au courant. » Ouais, tout le monde est au courant, mais qui fixe la limite de ce qui est moralement acceptable? Est-ce qu'on considère qu'on est encore en démocratie quand la majorité impose, par exemple, à une minorité le fait que si tu n'as pas ce truc-là QR dans ton téléphone, tu n'as pas le droit de rentrer dans un lieu public? C'est une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas si j'ai une réponse, mais c'est une question qu'on peut quand même se poser. C'est un concept qui a fait quand même du chemin. Même Rousseau en parle de l'ochlocratie dans le contrat social. Au livre 3, si ma mémoire est bonne, il dit, en se distinguant, la démocratie dégénère en ochlocratie. L'origine de cette dégénérescence c'est une dénaturation de la volonté générale qui cesse d'être générale dès qu'elle commence à incarner les intérêts de certains, d'une partie de la population et non de la population tout entière. Parce que ça, c'est intéressant. Un truc qui est intéressant chez Jean-Jacques Rousseau, justement, dans le contrat social, il fait une différence, justement, entre la volonté générale et l'intérêt général. En fait,
je mélange un peu les termes, mais vous allez comprendre la distinction qu'il fait, c'est-à-dire que, justement, il y a une différence entre l'intérêt de tous et l'intérêt d'une partie de la population, même si elle est majoritaire. Donc, l'intérêt de tous, par exemple, ce serait que tout le monde ait les mêmes droits. Ça, c'est l'intérêt de tous. Tout le monde a l'intérêt à avoir les mêmes droits que moi, puis moi avoir les mêmes droits qu'eux. Ben, indépendant de votre point de vue, c'est quand même ça l'intérêt de tous. L'intérêt de la majorité, c'est différent. C'est pas la même chose que l'intérêt de tous. L'intérêt de la majorité, ça peut être de brimer une partie de la population, ce qui n'est pas dans l'intérêt de tous. On comprend l'idée. Donc, lui aussi, il voit l'oclocratie comme la décadence ou la dégénérescence de la démocratie. Il y a un autre philosophe assez intéressant qui s'appelle James McIntosh, ou Mackintosh, je ne sais pas exactement comment il faut le prononcer, qui a vécu au 18e siècle, début du 19e. Lui, il écrit un livre dans lequel il dit « L'autorité d'une populace corrompue et tumultueuse doit plutôt être considérée comme une oclocratie, plutôt comme une oclocratie qu'une démocratie, comme le despotisme de la cohue et non du gouvernement du peuple. » Autrement dit, mettons que la population pète un câble, ils sont dans les rues, puis ils menacent de couper la tête du gouvernement, puis prennent le pouvoir de force, etc., puis imposent un genre de dictature, ben ça, c'est pas de la démocratie. Même si c'est la majorité ou le peuple qui fait ça. Là. En fait, l'oclocratie, c'est la démocratie qui devient folle. C'est un peu ça l'idée. Comme je l'ai dit, c'est un régime qui désigne la foule. La foule, qu'est-ce qu'elle a? Elle est chaotique. Elle est désordonnée. Elle est imprévisible. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, oui, mais encadré par des lois que le peuple s'est donné à lui-même. Rappelez quand je parlais dans l'anatomie du podcast sur le texte de Murray Rothbard, Anatomy of the State, il explique là-dedans que les hommes viennent avant la Constitution des États-Unis. Et la Constitution vient avant l'État. Donc, l'État est institué par les hommes et non le contraire. C'est pas vous, votre existence n'est pas déterminée par le gouvernement. C'est l'inverse. Ça, c'est important. Donc, il dit ça, la Constitution donne un cadre, mais le cadre a été donné par le peuple, par les hommes. Quand je dis homme, c'est avec un grand H, là, on se comprend. La différence là-dedans, c'est que dans l'oclocratie, il n'y a pas de cadre donné par le peuple pour le peuple. C'est qu'il y a une majorité qui impose quelque chose aux autres. Ça, c'est différent. Il dit quand s'installe, c'est encore dans le texte de tantôt, il dit quand s'installe la domination de la cohue, le règne des émotions de masse, les caprices de la multitude, on assiste à l'affaissement du système. Flottant au gré des passions populaires, emporté par la foule, la démocratie, de pression en dépression, risque de sombrer. Si c'est le cas, si la populace remplace le peuple, alors s'installe à sa place un autre régime, l'oclocratie. Donc l'oclocratie, c'est un peu le règne de la médiocrité, c'est le règne de comme je dis, la décomposition de la société, une espèce de chaos, de conflits de tous contre tous. Ça s'oppose justement à la démocratie même, où l'État est là un peu pour... l'État et surtout la loi pour permettre aux hommes de cohabiter. Ce concept-là a été critiqué, entre autres, chez certains libertariens qui vont considérer en fait que j'allais dire toute démocratie est une oclocratie, mais en fait, c'est même que l'idée que tout régime politique qui entend imposer une certaine vision de l'intérêt général est une oclocratie. C'est-à-dire n'est jamais que... En fait, c'est que dans ce système-là, l'idée de la volonté générale ou de l'intérêt général n'est jamais rien d'autre que la loi qu'une majorité va imposer à une minorité. Et ça, ils prennent un peu une citation. Il y a une citation de Jefferson, président, un des présidents des États-Unis, qui disait « La démocratie n'est rien de plus que la loi de la foule, suivant laquelle 51% des gens peuvent confisquer des droits à 49 autres. » Si vous imaginez, par exemple, je ne sais pas moi, le soir du référendum de 95, bon, le référendum réussit. Ben, c'est 51% ou 50 plus 1% de la population qui vient de vous enlever votre appartenance à votre nation. Même chose à l'inverse, en fait, dans l'inverse, c'est qui vous empêche d'accéder à la liberté politique. Il faut quand même comprendre que ça, c'est pas de la démocratie d'une certaine manière, c'est la majorité qui impose quelque chose de très important
à la minorité. En fait, aujourd'hui, on a une vision très comptable en fait, de la démocratie. On dit la démocratie, ben oui, mais c'est 50% plus un qui décide pour les autres. Dans une vision plus traditionnelle, on pensait que la démocratie, c'est ce qui vise l'intérêt de tous, l'intérêt du plus grand nombre. Quand on dit tous, c'est un peu un idéal, mais l'intérêt du plus grand nombre, pas juste d'une petite majorité, l'intérêt du plus grand nombre. En fait, si l'intérêt de tout le monde, c'est que quelque chose X arrive, ben c'est bien d'aller vers là. Si c'est l'intérêt de 50 plus 1, ouais, c'est quand même discutable. Donc, il y a quand même une différence entre les deux. Donc, ça fait un peu écho à justement ces podcasts-là que j'ai faits sur l'origine de l'État dans la philosophie libertarienne parce que l'État, en fait, il n'y a pas de cycle qui est vu là-dedans. En fait, la philosophie libertarienne voit plutôt l'arrivée de l'État comme une espèce de phénomène incontournable, ou en tout cas un espèce de phénomène historique qui arrive un peu partout. C'est que rendu à un certain niveau de développement, il y a une création de richesse. Et quand cette création de richesse-là arrive, il y a des gens qui veulent piller la richesse des autres pour vivre au crochet des autres. Et c'est là qu'arrive, si on peut dire, le voleur sédentaire, d'une certaine manière, pour employer une image quand même assez forte. Et c'est là que le voleur arrive, s'installe, vit aux dépens des autres en échange d'une certaine protection qu'il va leur donner. Puis cette protection-là, ben, lui confère une espèce de statut de roi ou de monarque, ou de seigneur, ou peu importe quel titre qu'on peut donner. Bien, lui, il va dire ça, en fait, c'est le début d'une espèce d'engrenage. Il n'y aura jamais de retour en arrière à l'état pré-étatique, si on peut dire. En fait, c'est un idéal, mais ils sont bien conscients que ça n'arrivera probablement jamais. Donc, en fait, il n'y a pas de cycle. En fait, c'est qu'il y a peut-être un cycle, mais lorsque le cycle est engrangé, il n'y a pas moyen de revenir en arrière.